Voici aujourd'hui le deuxième volet que le dessous des cartes consacre à ce projet qui vise à créer la plus grande zone de libre-échange au monde entre l'Union européenne et les États-Unis, le TTIP, ou bien appelé TAFTA par ses détracteurs. Lors d'un précédent numéro, nous avons vu dans quel contexte géoéconomique s'insère ce projet. Eh bien aujourd'hui, nous allons étudier en détail les bénéfices attendus, les craintes suscitées et où en sont les négociations sur des enjeux majeurs à propos desquels les citoyens que nous sommes sont tout de même bien mal informés. Les négociations du partenariat transatlantique ont été lancées officiellement en 2013 entre l'Union européenne et les États-Unis, les deux premières puissances commerciales du monde. Son nom officiel est Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, ou Transatlantic Trade and Investment Partnership en anglais, d'où son acronyme TTIP, T-Type, comme disent les anglo-saxons. Mais ses opposants le désignent plutôt sous l'acronyme TAFTA pour Transatlantic Free Trade Area, c'est-à-dire zone de libre-échange transatlantique. Alors concrètement, qui négocie? La Commission européenne, au nom des États membres, et le département du commerce américain. Ces négociations sont aujourd'hui toujours en cours et l'objectif est de créer la plus grande zone de libre-échange du monde. Elle représenterait, à l'échelle mondiale, 835 millions de consommateurs, soit 11,5% de la population mondiale, presque la moitié du PIB mondial, 30% des échanges commerciaux de biens et de services et 19% des investissements directs étrangers. Alors comment libéraliser le commerce entre ces deux ensembles? D'une part en réduisant les barrières tarifaires, c'est-à-dire les droits de douane entre les États-Unis et l'Union européenne, mais ils sont déjà faibles, et d'autre part en réduisant les barrières non tarifaires, c'est-à-dire les différences de réglementation entre les deux rives de l'Atlantique. Je m'explique. Si par exemple on prend une Ford Fiesta, sur le modèle vendu aux États-Unis, les feux sont colorés, et sur celui vendu en Europe, les feux sont blancs. Eh bien, le constructeur américain est donc obligé de produire deux modèles différents selon le marché de destination, ce qui a évidemment un coût. Eh bien, on comprend dès lors l'intérêt de faire converger ce type de règles et les normes en vigueur afin d'accroître les échanges commerciaux. C'est toute l'originalité du traité. Quels bénéfices donc peut-on attendre de cet accord transatlantique? Une étude du Center for Economic Policy Research, commandée et financée par la Commission européenne, prévoit un gain potentiel de 545 € par an pour une famille européenne. Mais la question de la convergence des normes entre les deux ensembles inquiète, particulièrement lorsqu'il s'agit de santé, d'environnement, de sécurité alimentaire, de services publics. Si on prend par exemple les plantes génétiquement modifiées. Côté américain, elles sont autorisées à la culture. Côté européen, une seule culture PGM est autorisée, c'est le maïs Mont 810 de Monsanto. Allons voir en Europe donc quelles sont les législations en cours. Le maïs Mont 810 est cultivé dans 5 pays, mais fait l'objet d'un moratoire dans 17 États et 4 régions. On a donc deux cultures de réglementation. Côté européen, on a une interdiction au nom du principe de précaution. Côté américain, on a une autorisation et potentiellement une nouvelle réglementation si le risque est prouvé. Dès lors, comment faire converger les réglementations? Comment faire pour que cela n'entraîne pas un nivellement des normes par le bas? C'est la principale crainte des opposants au TAFTA. La crainte est légitime, mais la coopération réglementaire ne pourra se faire que si les deux côtés ont des normes qui assurent un niveau de protection équivalent. La Commission européenne a d'ailleurs exclu toute coopération dans le secteur de la chimie. Maintenant, voyons ce qu'il en est des négociations. Elles ont peu avancé, Bruxelles et Washington étant en désaccord sur des points essentiels, notamment sur les indications géographiques européennes. À savoir, en Europe, il existe un principe qui rattache les spécialités à leur terroir, c'est-à-dire à leur géographie, comme par exemple pour le champagne. On voit ici l'aire géographique de l'appellation Champagne, qui est protégée par une appellation d'origine protégée ou AOP. Dans l'Union européenne, ce nom ne peut pas être déposé en tant que marque. Mais aux États-Unis, le terme Champagne désigne une catégorie de produits plus large, car les AOP ne sont pas reconnus. Du champagne est d'ailleurs produit en Californie.
Alors, Bruxelles veut la reconnaissance exclusive de l'appellation Champagne, mais Washington refuse de reconnaître les AOP, considérés comme des prétextes pour imposer des barrières aux exportations américaines. Autre point de blocage, comme un bon exemple, le règlement des différends entre les entreprises et les États, les fameux tribunaux d'arbitrage privé ou le mécanisme de règlement des différends investisseurs-États. Prenons une multinationale qui exerce une activité sur le territoire d'un pays européen, par exemple General Electric en France. Eh bien, si elle estime que ses profits sont remis en cause par une décision de l'État français, comme l'interdiction de la fracturation hydraulique, elle pourra l'attaquer devant un tribunal arbitral. Et si elle prouve que l'État français a enfreint certaines dispositions du TTIP, l'État pourrait être condamné à indemniser la multinationale sans aucune possibilité d'appel. Eh bien, pour ses défenseurs, ce mécanisme est vu comme indispensable dans un contexte de mondialisation. Mais ses détracteurs y voient au moins deux problèmes. Il instaure d'abord une justice parallèle, avec des arbitres privés et non des juges publics. Et en plus, un État pourrait être incité à retirer une réglementation s'il risque de payer une compensation importante à une multinationale. Donc Bruxelles veut réformer ses tribunaux d'arbitrage, mais Washington s'y refuse. Et c'est sur ce chapitre des négociations que l'opinion publique européenne est la plus réticente. Alors justement, allons voir quelles sont ses positions sur le TTIP-TAFTA. En septembre 2014, 58% des Européens y étaient favorables et dans 3 États, la majorité de la population s'y opposait. En novembre 2015, maintenant, 53% y étaient favorables et dans 4 États, la majorité de la population s'y oppose. On comprend ainsi que la majorité des Européens est favorable au traité, mais que l'opposition en même temps ne faiblit pas, au contraire. Par exemple en Allemagne, 41% des Allemands étaient contre en septembre 2014 et en novembre 2015, ils étaient 59% à être contre. Eh bien, comment expliquer une telle méfiance dans un pays traditionnellement favorable au libre-échange? Le discours anti-TAFTA a d'abord été alimenté par un parti eurosceptique, puis par la gauche radicale. La protestation ensuite a été relayée par les syndicats, les associations et même les églises. De plus, l'affaire des écoutes de la NSA a profondément ébranlé la confiance des Allemands envers Washington. Et le 10 octobre 2015, entre 100 000 et 250 000 personnes ont manifesté à Berlin. L'érosion du soutien est visible aussi du côté américain. En 2014, 53% des Américains estimaient que le traité transatlantique était une bonne chose, mais en 2016, il n'était plus que 15%. Et on a une mobilisation des opinions publiques des deux côtés de l'Atlantique, car le texte suscite de la méfiance, autant par son contenu que par l'opacité des négociations. D'un côté, on peut comprendre que les positions de chaque parti ne soient pas rendues publiques pour ne pas fournir des éléments à l'adversaire, mais d'un autre côté, le TTIP porte sur les réglementations, et la société civile a donc besoin de plus d'informations sur les enjeux de ces négociations. C'est pourquoi Greenpeace a diffusé en mai 2016 des documents relatifs à ces négociations sur le site ttypes-leaks.org. Et d'ailleurs, la mobilisation des opinions publiques a contribué au ralentissement des négociations. Celles-ci pourraient encore se prolonger en raison de plusieurs élections à venir. Présidentielle aux États-Unis fin 2016, présidentielle en France au printemps 2017 et élections fédérales en Allemagne en 2017 également. La conclusion des négociations ne va donc probablement pas intervenir avant la fin du mandat d'Obama, et une fois conclu, pour que le traité soit appliqué, il faudra de toute façon qu'il soit ratifié. Côté américain, le successeur d'Obama à la Maison-Blanche pourrait revenir à plus de protectionnisme, et côté européen, le traité sera soumis à un vote à la majorité du Parlement européen. Si le traité se voit attribuer le statut d'accord mixte, c'est-à-dire s'il touche aux compétences à la fois des États membres et de l'Union européenne, il devra également être ratifié à l'unanimité par les gouvernements européens réunis en Conseil. Or, le gouvernement grec de Tsipras a déjà annoncé qu'il n'en ferait rien.
Il devra aussi être ratifié par chacun des États européens, qui peuvent le faire par un vote du Parlement ou un référendum. Et un seul nom pourrait donc enterrer le traité. Bien, nous avons donc constaté un grand déficit de pédagogie autour des enjeux de ces négociations. Alors si on résume en essayant d'être à peu près équilibré, côté positif pour le TTIP, un tel accord pourrait ouvrir des perspectives pour l'agriculture, les industries, les services européens, en donnant l'accès à un marché américain qui reste très fermé. Cela viendrait renforcer le commerce entre les deux grands pôles ouest de la planète, pour éviter que le centre de gravité commercial de la planète ne bascule presque en totalité vers la zone Asie-Pacifique. Maintenant, face négative, un tel accord risque bien d'abaisser les normes sociales, environnementales, sanitaires, ou bien dit autrement, quand des États voudraient protéger certaines normes de santé publique, certains services publics, il faudra alors se demander si c'est bon ou pas pour les affaires, ce qui revient à prendre en compte l'intérêt des multinationales à égalité, voire au-dessus de l'intérêt général. Or, on ne peut concevoir un transfert de souveraineté démocratique vers des entreprises. Car quelle est donc la légitimité politique du TAFTA? On sait que le 30 août 2016, la France a exigé l'interruption des négociations et non pas la suspension, afin de pouvoir ensuite reprendre les discussions en étant sûr que soient pris en compte les normes sociales, environnementales, l'écologie, la culture, les PME. Voilà donc où on en est en cet automne 2016 sur cette négociation à la fois importante, trop favorable aux États-Unis et bien trop opaque. Alors, si vous voulez entrer dans la logique des arguments de ceux qui s'opposent à ce traité, vous pouvez consulter le dossier du Monde diplomatique, manière de voir, de l'été 2015, consacré au libre-échange en général, et puis bien sûr, consulter le site de Greenpeace qui s'affiche sur notre écran et qui explique bien les enjeux du traité transatlantique. Et puis toutes ces références aussi sur le site du dessous des cartes.